Lorsqu'on parle de distance, l'Union soviétique est le pays des superlatifs. Le voyageur qui le traverserait en ligne droite de la frontière polonaise au Kamtchatka franchirait 10 000 km et devrait changer 11 fois l'heure de sa montre, car quand la nuit tombe à Moscou, le soleil se lève sur Sakhaline. L'immensité du territoire et la faible densité du réseau routier a obligé le gouvernement à donner la priorité à l'avion. Avec 1 millier de vols quotidiens, 430 000 km de lignes intérieures et 50 millions de passagers en 1967, l'aviation civile soviétique possède le réseau le plus dense du monde. Les 40 lignes internationales de la compagnie d'État soviétique Aeroflot totalisent 150 000 km. Elles sont notamment desservies par le gigantesque Tupolev 114 en service depuis 1961. Cet appareil géant, équipé de 4 turbopropulseurs actionnant 8 hélices contrarotatives, a une silhouette bien caractéristique. C'est le seul appareil à hélice doté d'une aile en flèche. Bien que techniquement dépassé par d'autres avions soviétiques, comme l'Ilyushin 62 qui doit lui succéder, c'est encore à l'heure actuelle le transporteur commercial le plus grand et le plus lourd du monde. D'une longueur de 54 mètres, le Tupolev 114 peut transporter jusqu'à 220 personnes, mais il est généralement mis en service avec un aménagement intérieur plus confortable qui limite le nombre de passagers à 170. La cabine de 40 mètres de long comprend 146 sièges et 24 sièges sont répartis dans les compartiments de luxe et les compartiments couchettes. C'est dans cette version, dont vous voyez ici le détail, que le Tupolev 114 dessert la dernière née des lignes internationales de l'Aeroflot, Moscou-Tokyo. Le commandant de bord du vol que nous allons accompagner se nomme Alexandre Nikolavitch Agnaïev. Bien que l'avion ne parte qu'à 20 heures, Agnaïev doit se rendre à l'aéroport dès le matin. Une chambre sera mise à sa disposition pour qu'il s'y repose avant le vol de nuit. Les règlements de sécurité sont très stricts dans l'aviation civile soviétique. Agnaïev prend généralement sa propre voiture, une Volga, qu'il laissera au parking de l'aéroport jusqu'à son retour de Tokyo le surlendemain. L'aéroport de Sheremetyevo se trouve à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Il est réservé exclusivement aux lignes internationales exploitées par l'Aeroflot ou par les compagnies étrangères. Le développement incessant des lignes intérieures en nombre et en fréquence de vol a obligé le gouvernement à construire 2 autres aéroports à Moscou, celui de Vnukovo pour les lignes intérieures occidentales et celui de Domodiedovo pour les lignes intérieures orientales. Un exemple, la seule ligne Moscou-Vladivostok atteint la fréquence quotidienne de 50 départs par jour, soit un avion chaque demi-heure pour cette seule destination. Selon les prévisions du ministère de l'Aviation civile, le nombre annuel de passagers sur ces lignes atteindra 70 millions dans 2 ans. En moyenne, les avions sont remplis à 80%. Cela permet à l'Aeroflot de pratiquer sur son réseau intérieur les tarifs les plus bas du monde, puisqu'il reste aligné sur ceux des chemins de fer. Pour cette raison aussi, l'Union soviétique, on le sait, n'est pas membre de l'IATA, c'est-à-dire de la Convention internationale sur les tarifs d'aviation. En effet, elle entend maintenir ses tarifs préférentiels tant pour ses vols internes que pour ceux à destination des pays socialistes. Par contre, il a fallu qu'elle aligne ses tarifs des vols extérieurs à destination des pays étrangers non socialistes sur ceux de l'IATA, puisque leur exploitation dépend d'accords internationaux. C'est le cas de la ligne Moscou-Tokyo, créée au terme d'un contrat entre l'URSS et le Japon. La ligne est exploitée en poule par l'Aeroflot et la compagnie Japan Airlines, à laquelle le gouvernement soviétique a dû faire d'importantes concessions. Voyager à l'étranger, c'est un privilège accordé à peu de soviétiques. Les jouets qu'Agnaïev rapporte à sa fille sont inconnus en URSS, où les enfants doivent se contenter des canards en celluloïd,
des poupées en bois et des marionnettes en carton-pâte débitées en série monotone dans les magasins d'État. Alors, la poupée qui marche, le train qui siffle, c'est pour la fille d'un commandant de long courrier un miracle technique plus impressionnant que les exploits des cosmonautes. La femme d'Agnaïev travaille dans une administration d'État. Comme la plupart des femmes russes, elle mène une vie assez indépendante et c'est précieux lorsqu'on a un mari perpétuellement dans les nuages, quelque part entre Moscou, La Havane, Tokyo ou New Delhi. À Sheremetyevo, le sort d'Agnaïev est à présent entre les mains d'une autre femme qui, du haut de sa tour, contrôle les activités nocturnes de l'aérodrome. Внимание на внутрисоюзном. Борт 45084, рейс 258, посадка в 18 часов 34 минуты. À 19h, Agnaïev entreprend les formalités d'usage. Ici encore, ce sont des femmes qui initient les pilotes en partance pour les quatre coins du monde, à la tempête qui fait rage quelque part sur l'Atlantique, au cyclone qui se prépare dans un recoin des Caraïbes ou au typhon qui se déplace sournoisement vers la côte du Japon. Et alors qu'à côté, les passagers enregistrent déjà leurs bagages, Agnaïev décide si les conditions sont favorables au vol et signe la feuille de route. Si l'avion et le commandant de bord sont soviétiques, une partie du personnel de cabine, le commissaire de bord et 3 hôtesses, est japonais, ainsi qu'en général un membre de l'équipage. Tandis que les militaires inspectent minutieusement l'intérieur de l'avion, comme c'est le cas pour tous les vols vers l'étranger, le mécanicien procède aux dernières vérifications techniques. Vers 19h30, l'équipage gagne l'appareil. Dix minutes plus tard, à la nuit tombante, c'est l'embarquement des passagers, pour la plupart des étrangers. Il faut dire qu'en Union soviétique, pour les voyageurs qui se déplacent en avion, les formalités sont plus simples et plus rapides que dans beaucoup de pays, et l'embarquement se fait généralement dans un sympathique désordre. Cela ne signifie pas que les précautions ne sont pas prises par les autorités, et l'ultime contrôle au pied de la passerelle montre que la vigilance policière reste de mise. Would you please show your passport and visa and boarding pass? Passport, visa и посадочный талон, пожалуйста. Так, доложить командиру о готовности выполнения полета. En 10h30 de vol, à une vitesse moyenne de 770 km à l'heure, le Tupolev 114 va franchir d'une traite les quelques 8000 km et les 6 fuseaux horaires qui séparent Moscou de Tokyo.
À peine l'avion commence-t-il à foncer à la rencontre de la nuit que, sans perdre un moment, la vodka russe et le whisky japonais entreprennent de se livrer à la concurrence pacifique. Dès que l'altitude de croisière est atteinte, les cuisiniers s'affairent à l'étage inférieur. Il est déjà près de 3 heures du matin à Tokyo et les passagers ne pourront jouir que de quelques heures de sommeil. Les monte-plats expédient en cadence les inévitables filets mignons et bientôt l'avion pourra se transformer en dortoir. Un groupe d'étudiants japonais prolonge la soirée en jouant aux cartes, un jeu très japonais auquel personne ne comprend rien. Étrange point de rencontre que cet avion, qui réunit ainsi pendant quelques heures au-dessus de l'immense Sibérie des mondes aussi différents, où le raffinement japonais et la grosse bonhomie russe finissent par sombrer dans un ronflement commun, tandis que le pilote contourne avec précaution la frontière chinoise. Il fait déjà jour depuis un bon moment lorsque l'avion survole la dernière ville soviétique, Khabarovsk, au confluent de l'Ossuri et de l'Amour. Et on a une pensée émue pour l'époque héroïque du transsibérien lorsqu'il fallait plus de 10 jours pour atteindre cette dernière station avant Vladivostok. Ce genre de réflexion mélancolique est d'ailleurs vite dissipé par le fumet du petit déjeuner. D'ailleurs, on survole déjà la mer du Japon. À midi et demi, heure de Tokyo, l'énorme avion, freiné par la puissante inversion de poussée de ses 8 hélices, se pose sur la piste de l'aérodrome de la capitale japonaise. Airfloat 440, I have the runway inside. À l'heure même où Agnaïev prend place dans le bus pour se rendre à son hôtel, à 8000 km de lui, sa femme commence la journée avec une occupation qui exige des femmes soviétiques la patience et des jarrets d'acier, de qualité qu'elles ont d'ailleurs fort développée, c'est-à-dire qu'elle va faire ses courses au GUM,
le plus grand magasin de Moscou, construit en 1893 et dont la façade baroque et lourdement surchargée fait face au Kremlin. Cet étrange bâtiment de plus de 200 mètres de long a été complètement réaménagé en 1953, mais les architectes en ont respecté la structure et le style d'une époque qui nous touche plus par son charme désuet que par son esthétique. Une enquête effectuée récemment par des sociologues soviétiques montre que la dépense de temps quotidienne nécessaire à une famille pour l'achat et la préparation de sa seule nourriture varie entre 2h30 et 3h. Le GUM donne une bonne idée du temps qu'il lui faudra pour trouver le reste. Mais je dois ajouter ici que la sociologie n'est pas reconnue comme une science en URSS. Il n'en reste pas moins que la pauvreté du réseau commercial, son peu de souplesse, le manque de contact avec la clientèle, puisque la publicité ne joue aucun rôle, enfin l'indifférence totale du vendeur à l'égard du client, sont des choses auxquelles le régime actuel est bien décidé à remédier. Les choses décidées sont généralement réalisées dans ce pays, mais ici il y a beaucoup à faire. Le touriste verra évidemment avec mélancolie le GUM se transformer en un supermarché self-service avec plastique, néon et escalier roulant. Mais c'est un sentiment que ne partagera pas la ménagère moscovite. Lorsqu'on parle de distance, l'Union soviétique est le pays des superlatifs. Le voyageur qui le traverserait en ligne droite de la frontière polonaise au Kamtchatka franchirait 10 000 km et devrait changer 11 fois l'heure de sa montre, car quand la nuit tombe à Moscou, le soleil se lève sur Sakhaline. L'immensité du territoire et la faible densité du réseau routier a obligé le gouvernement à donner la priorité à l'avion. Avec 1 millier de vols quotidiens, 430 000 km de lignes intérieures et 50 millions de passagers en 1967, l'aviation civile soviétique possède le réseau le plus dense du monde. Les 40... Lorsqu'on parle de distance, l'Union soviétique est le pays des superlatifs. Le voyageur qui le traverserait en ligne droite de la frontière polonaise au Kamtchatka franchirait 10 000 km et devrait changer 11 fois l'heure de sa montre, car quand la nuit tombe à Moscou, le soleil se lève sur Sakhaline. L'immensité du territoire et la faible densité du réseau routier a obligé le gouvernement à donner la priorité à l'avion. Avec 1 millier de vols quotidiens, 430 000 km de lignes intérieures et 50 millions de passagers en 1967, l'aviation civile soviétique possède le réseau le plus dense du monde. Les 40 lignes internationales de la compagnie d'État soviétique Aeroflot totalisent 150 000 km. Elles sont notamment desservies par le gigantesque Tupolev 114 en service depuis 1961. Cet appareil géant, équipé de 4 turbopropulseurs actionnant 8 hélices contrarotatives,
a une silhouette bien caractéristique. C'est le seul appareil à hélice doté d'une aile en flèche. Bien que techniquement dépassé par d'autres avions soviétiques, comme l'Ilyushin 62 qui doit lui succéder, c'est encore à l'heure actuelle le transporteur commercial le plus grand et le plus lourd du monde. D'une longueur de 54 mètres, le Tupolev 114 peut transporter jusqu'à 220 personnes, mais il est généralement mis en service avec un aménagement intérieur plus confortable qui limite le nombre de passagers à 170. La cabine de 40... Ни одной гырба никогда не собирала. Нет, а собирается чем-то. Идет ли? Идет? Pour se consoler, à son retour, il aura du melon de Samarcande, acheté au marché colcosien. Un produit naturel, vendu cette fois le plus naturellement du monde, c'est-à-dire à un prix qui varie selon la loi de l'offre et la demande, un mécanisme réservé à ce genre de denrées périssables et qui distingue les marchés colcosiens des magasins d'État, où les prix imposés sont aussi rigides que les murailles du Kremlin. Ou bien il y en a, ou bien il n'y en a plus. Le Tokyo nocturne par excellence, c'est Ginza bien entendu. Non pas le Ginza des bars et des femmes ventouses, mais le Ginza populaire d'une de ces grandes terrasses où du haut d'un magasin de 10 étages, on boit de l'excellente bière, entraînée par le Phoenix Band de Tokyo, orchestre dynamique en mini-jupe, tandis que tout autour éclate la danse frénétique des lampions. Le lendemain après-midi, Agnaïev, avec sa famille, retrouvera le bon air de Moscou et ses plaisirs simples. La promenade au parc Gorky, par exemple, au bout de laquelle on gagne le quai de la Moskva et l'embarcadère du bateau Mouche. Là, pour le prix d'un seul verre de bière japonaise, on peut goûter à trois le plaisir princier de se laisser mollement conduire à travers le seul décor qu'apprécie vraiment le moscovite, celui de sa ville et des tours de l'Assomption et de l'Archange qui se reflètent dans l'eau grise de la Moskva.
mais il est généralement mis en service avec un aménagement intérieur plus confortable qui limite le nombre de passagers à 170. La cabine de 40 mètres de long comprend 146 sièges et 24 sièges sont répartis dans les compartiments de luxe et les compartiments couchettes. C'est dans cette version, dont vous voyez ici le détail, que le Tupolev 114 dessert la dernière née des lignes internationales de l'Aéroflotte, Moscou-Tokyo. Le commandant de bord du vol que nous allons accompagner se nomme Alexandre Nikolavitch Agnaïev. Bien que l'avion ne parte qu'à 20 heures, Agnaïev doit se rendre à l'aéroport dès le matin. Une chambre sera mise à sa disposition pour qu'il s'y repose avant le vol de nuit. Les règlements de sécurité sont très stricts dans l'aviation civile soviétique. Agnaïev prend généralement sa propre voiture, une Volga, qu'il laissera au parking de l'aéroport jusqu'à son retour de Tokyo le surlendemain. L'aéroport de Sheremetyevo se trouve à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Il est réservé exclusivement aux lignes internationales exploitées par l'Aéroflotte ou par les compagnies étrangères. Le développement incessant des lignes intérieures en nombre et en fréquence de vol a obligé le gouvernement à construire 2 autres aéroports à Moscou, celui de Vnukovo pour les lignes intérieures occidentales et celui de Domodiedovo pour les lignes intérieures orientales. Un exemple, la seule ligne Moscou-Vladivostok atteint la fréquence quotidienne de 50 départs par jour, soit un avion chaque demi-heure pour cette seule destination. Selon les prévisions du ministère de l'Aviation, lorsqu'on parle de distance, l'Union soviétique est le pays des superlatifs. Le voyageur qui le traverserait en ligne droite de la frontière polonaise au Kamtchatka franchirait 10 000 km et devrait changer 11 fois l'heure de sa montre, car quand la nuit tombe à Moscou, le soleil se lève sur Sakhaline. L'immensité du territoire et la faible densité du réseau routier a obligé le gouvernement à donner la priorité à l'avion. Avec 1 millier de vols quotidiens, 430 000 km de lignes intérieures et 50 millions de passagers en 1967, l'aviation civile soviétique possède le réseau le plus dense du monde. Les 40 lignes internationales de la compagnie d'État soviétique Aéroflotte totalisent 150 000 km. Elles sont notamment desservies par le gigantesque Tupolev 114 en service depuis 1961. Cet appareil géant, équipé de 4 turbopropulseurs actionnant 8 hélices contrarotatives, a une silhouette bien caractéristique. C'est le seul appareil à hélice doté d'une aile en flèche. Bien que techniquement dépassé par d'autres avions soviétiques, comme l'Ilyushin 62 qui doit lui succéder, c'est encore à l'heure actuelle le transporteur commercial le plus grand et le plus lourd du monde. D'une longueur de 54 mètres, le Tupolev 114 peut transporter jusqu'à 220 personnes. L'aviation civile, le nombre annuel de passagers sur ces lignes atteindra 70 millions dans 2 ans. En moyenne, les avions sont remplis à 80%. Cela permet à l'Aéroflotte de pratiquer sur son réseau intérieur les tarifs les plus bas du monde, puisqu'il reste aligné sur ceux des chemins de fer. Pour cette raison aussi, l'Union soviétique, on le sait, n'est pas membre de l'IATA, c'est-à-dire de la Convention internationale sur les tarifs d'aviation. En effet, elle entend maintenir ses tarifs préférentiels tant pour ses vols internes que pour ceux à destination des pays socialistes. Par contre, il a fallu qu'elle aligne ses tarifs des vols extérieurs à destination des pays étrangers non socialistes sur ceux de l'IATA, puisque leur exploitation dépend d'accords internationaux.